Sceptique. On est toujours en direct sur Radio RBS, je suis Valentina Lequintrec et vous écoutez Sceptique. Et si on rembobinait un peu, parce que nos histoires d'amour ne sortent pas de nulle part, l'amour ça n'a jamais vraiment été simple, depuis Orphée qui descend aux enfers jusqu'à Roméo et Juliette qui défient leur famille, on adore les histoires impossibles. Au 18e, Rousseau débarque et nous dit « Aimez avec votre cœur, pas avec votre rang ». Au 19e, le romantisme transforme cette émotion en quête existentielle, Anna Karénine, Emma Bovary, etc. Des héroïnes qui veulent tout vivre et se heurtent à la réalité, puis Hollywood s'en mêle et fait de l'amour un blockbuster planétaire et aujourd'hui, on cherche le grand amour en swipant sur Tinder avec 2000 ans de mythes en tête. Le couple est une des grandes fictions sociales, il traverse la littérature, le cinéma, la pub, les chansons, mais est-ce que ces récits reflètent encore nos réalités amoureuses en 2025 ou bien est-ce qu'on continue à nourrir un idéal qui ne correspond plus à nos vies ? Pour en parler, accueillons ensemble un duo franco-japonais dont le travail nous passionne. Ils observent depuis des années les relations entre humains et monde virtuel. Leurs films documentent souvent avec tendresse et malice les mutations de l'amour contemporain. Bienvenue Alain Delanegra et Kaori Kinoshita. Et bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour cette invitation. Bienvenue Alain aussi. Merci de nous accueillir. On est très contents d'être là. Merci à vous. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que dans vos films, vous sentez que ces grands récits sentimentaux du passé pèsent encore sur nos représentations ou est-ce qu'ils sont en train d'être réécrits ? En fait, c'est intéressant. Je pense qu'ils sont en train d'être réécrits. Et nous, notre travail, en fait, il traite... on est arrivé à l'amour un peu par défaut. Notre sujet au départ, parce qu'on travaille depuis une vingtaine d'années ensemble avec Kaori, on a filmé beaucoup de communautés, beaucoup de manières qu'ont les gens de se retrouver ensemble, parce que ce qui nous intéressait, c'était plutôt la question de la solitude et la contradiction qui fait que dans le monde dans lequel on vit... dans un monde où on peut être de plus en plus connecté, finalement, on se retrouve aussi de plus en plus seul. Et donc, nous, on cherchait à filmer ceux qui essayent de contrer cette solitude en faisant des choix, des bons choix ou même des mauvais choix. On a filmé des gens qui partent dans des sectes, mais en tout cas, des gens qui osent s'abîmer avec la vie, aller à la rencontre de l'autre et tenter des choses. C'est ce qui nous intéressait. C'est pour ça qu'on a filmé, comme je disais, des gens qui partent dans des sectes, qui vivent avec des poupées, qui tentent toutes sortes d'expériences. Voilà. Vous pouvez nous en dire un peu plus. Là, on est rentré déjà un petit peu dans les détails. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de votre manière, de votre vision artistique d'explorer les relations humaines ? Relations humaines, c'est vrai que quand on parle de moi-même, je n'ose pas trop parler de ma vie sexuelle ou de rien. Mais c'est vrai que c'est le miroir, c'est ce qui se passe en fait dans notre société et puis aussi tous les joueurs, en fait, on était intéressés. En fait, ce sont des joueurs qui essaient de jouer dans le monde idéal ou soit fictif. Et c'est là l'idée de fiction et que pourquoi on aime bien le film des cinémas de création, parce qu'on aime toujours de cibler quelque chose de fictif. Et pourquoi pas, donc c'est là qu'on a commencé à travailler avec des jeux de Second Life, des Sims tout au début, il y a 25 ans. Mais donc toujours le récit amoureux sont là. En fait, la vie est toujours composée avec de l'amour. Et donc, cette filtre d'extension de la vie, double vie, cette virtualité, simulation de la vie, c'est là qu'on avait envie de mettre dans notre travail de film, quoi. Effectivement, ça, on le voit très bien dans votre film Petit ami parfait. C'est ces gens, finalement, qui par des tablettes, des consoles de jeux, vivent une histoire d'amour à travers un jeu. Donc, en fait, finalement, on se retrouve à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Est-ce que c'est quelque chose... Vous pensez qu'en fait, cette vision qui existe au Japon et que vous avez pu filmer, du coup, c'est quelque chose qui va se retranscrire dans d'autres pays et en France notamment ? En fait, c'est vrai qu'il y a 25 ans, je pensais que c'était le Japon qui était seulement le pays qui faisait ça. Mm-hmm. Parce que dans le métro, tout ça, transport, oui. Tout le monde était avec le téléphone portable. À l'époque, c'était Nokia, quoi. Style, oui. C'est pas du tout smartphone. Mais je trouvais que c'était, c'est dingue. Et en France, on parlait quand même dans le transport et puis on discutait, c'était pas du tout. Mais aujourd'hui, tout le monde est avec son smartphone, donc c'est...
Ça arrive. Il y a un auteur de science-fiction, je ne sais plus son nom, mais qui disait que le futur était déjà là, sauf qu'il n'est pas distribué de manière équitable. Et effectivement, quand on regarde le Japon, on a l'impression parfois un petit peu de voir certaines choses de notre futur, quoi, notamment sur ce rapport à la machine. Après, ils ont aussi leur propre culture qui fait qu'ils sont animistes, etc. Et qui peuvent, par exemple, imaginer peut-être plus facilement que nous une histoire d'amour avec un objet. Oui, il y a quelque chose d'invisible. Hein, Oui, la présence de l'invisible qui est quand même plus présente, mais je pense qu'on y arrive aussi et que maintenant chez nous... Là, on s'est intéressé à un phénomène, un petit phénomène dans ce film que vous citez, que je pense qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, si on tape Petit Ami Parfait pour les auditeurs. On mettra le lien sur Instagram. Et puis, en fait, c'est une enquête qu'on a faite depuis 2013. Avec Kaori, on voulait traduire un peu une mélancolie qu'on ressentait au Japon. Il y a un gouffre énorme entre les deux sexes, justement. Il y a beaucoup de gens qui ne se mettent plus en couple, c'est la natalité la plus faible, et on cherchait un peu des exemples, on a enquêté à travers sur l'amour, en fait, auprès des femmes et auprès des hommes, de comment ils remplaçaient, en fait, cet amour charnel, et on s'est intéressé à notamment ce petit phénomène donc, des dating sims, qui sont des jeux de drague. C'est comme un Tamagotchi, sauf qu'on a une petite copine, en fait, voilà. Et donc on est sur une horloge réelle, donc comme un Tamagotchi. Puis il faut aller chercher sa petite copine à l'école après le lycée. Si on arrive en retard, elle va bouder sur les marches. Donc après, c'est vraiment en temps réel, en fait. Voilà, c'est en temps réel. Et ce qui nous a vachement plu avec Kaori, et c'est là où ça rejoint presque un peu la science-fiction, où ça rejoint comme un film comme Her de Spike Jonze, on a eu l'impression de voir ça en vrai. C'est qu'à un stade, on joue dans une ville un peu virtuelle qui pourrait ressembler à Tokyo, mais qui ne l'est pas vraiment. Mais la petite copine, au bout d'un moment, nous demande de partir en week-end. Si on accepte de partir en week-end, on peut rester chez soi. Ça veut dire qu'on est tout le week-end avec son jeu. Donc on doit jouer peut-être 6-7 heures par jour, alors que classiquement, quand on joue à Love Plus, on joue une petite heure par jour, ça suffit. Wow. Ce qui est déjà énorme, voilà. En fait. Hein. Mais donc on part en week-end, elle propose d'aller dans des lieux touristiques du Japon, et notamment là, c'est Atami. Oui, mais c'est plutôt de nostalgie aussi. Oui, des lieux nostalgiques. Ouais. En tout cas, de romantiques, c'est ça. Et Atami, qui est cette ancienne cité balnéaire, effectivement, où les gens allaient en voyage de noces, c'est dans un film de Ozu, on voit ça, ils vont à Atami. Le voyage à Tokyo. Voyage à Tokyo. Et cette ville-là, c'est associé aux jeux vidéo. Et en fait, elle a été reproduite dans le jeu. Et certains joueurs, plutôt que de jouer chez eux, partent avec leur console et arrivent dans le jeu vidéo en temps réel. Et ils suivent les différents lieux, ils visitent. Et puis, il y a certains hôtels qui les accueillent comme des vrais couples. Certains restaurants, on peut s'amuser, alors qu'on est face à sa console, à être servi avec 2 tasses. Et on prend des photos. Donc, il y a un côté très ludique comme ça. Et un peu triste, et en même temps assez joyeux et provocateur de la part de ces joueurs aussi, d'oser s'afficher à l'extérieur. Oui. Et voilà, c'est encore ces contradictions de ce gros business des célibataires en fait au Japon, qui est surutilisé par la société. En même temps, ils sont énormément attaqués parce que c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus d'enfants et qu'il n'y a plus de natalité. Et donc, comment eux se situent là-dedans, quelle ironie ils ont face à leur jeu, c'est tout ça qui nous intéressait. C'est vrai qu'en France aussi, le nombre des naissances n'a jamais été aussi bas depuis l'après-guerre quand même. Mais d'une certaine manière, est-ce que ce ne serait pas aussi le contexte urbain au Japon qui fait qu'il y ait beaucoup de célibataires qui vivent dans les grandes villes et qui finalement n'arrivent pas à trouver de personnes avec qui se connecter ? Oui, exactement, c'est ça. C'est depuis, comme tout à l'heure avec Maria expliquait plein pot, c'est ça en fait. De mariage, ça marche plus parce que le statut de femme, ce n'est plus pareil. Donc, on n'a pas besoin de se marier et puis être nourri par son mari. Et donc, comme quoi, aujourd'hui, aussi au Japon, c'est quelque chose un peu héritisme qui est là. Donc, si jamais on a des enfants, en fait, il faut éduquer. Donc, ça coûte très cher parce qu'on n'a pas le système un peu socialiste comme qui est en France. Donc, ça coûte cher. Toujours faire des études comme aux États-Unis. Alors, donc, il y a des amis qui se disent « Ah non, je ne peux pas avoir 3 enfants. » Et puis, quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai 3 enfants. » C'est « Voilà, t'es riche. » Et puis finalement, ce concept avec les jeux vidéo, ça fait un petit peu penser à Pygmalion aussi, ce sculpteur dans la mythologie grecque qui est un peu révolté contre le mariage et du coup il se voue au célibat, il tombe amoureux de sa sculpture. C'est un peu une certaine ironie du sort. Oui, mais ça, on en a vu. Ça, c'est un autre film, Tsuma. On a filmé ces hommes qui vivent avec des poupées et qui, justement, ne veulent surtout pas qu'elle ait la voix ou qu'elle ait pour pouvoir se projeter dessus.
Alors Kaori parlait des femmes, effectivement, ça vient évidemment d'elle-même, parce que c'est une société, dans les sociétés, comment dire, c'est dans le rapport homme-femme qui est le plus en retard, le Japon, dans le civilisé, je veux dire, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du côté des hommes aussi, il y a effectivement cette pression très forte de l'homme doit tout assumer, doit gérer ceci. Donc, ils préfèrent se retirer. Nous, on a filmé aussi beaucoup les idoles, parce qu'on le voit un peu dans le film Petit ami parfait, où les hommes, tous les jours, choisissent une idole. Ça devient comme leur amoureuse ou leur fille, on ne sait pas trop, mais ils vont tout faire pour qu'elle s'en sorte. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être un peu ce que c'est les idoles pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ? C'est un phénomène qu'on est tombé dessus par hasard, grâce aux jeux vidéo. Peut-être Kaori, si tu veux dire un mot. En fait, idole, c'est par exemple des chanteuses à la télé. Quand j'étais petite, voilà, c'est soit Madonna ou quelqu'un qui est seule star, qui est comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, ce genre de idole, on l'appelle ça idol, on prononce comme ça. Et on peut être idole de juste 10 spectateurs. Donc, il y a tous les podcasts et des broadband qui s'expose donc depuis des quinzaines d'années. Donc tout le monde peut diffuser son propre côté ligne de star quoi en fait. Et donc il y a des fans qui sont créés puis donc elle peut être le star par rapport à ces 10 personnes. Ça devient un métier en fait. Un métier puis un peu hobby aussi, donc c'est le loisir. Mais donc à Tokyo, toute une grande capitale au Japon, donc il y en a toute une espèce d'école de idoles. Donc tous les jeunes, même de 13 ans, à partir de 13 ans, tout le monde va. Et puis comme c'était une activité, après l'école, tout le monde s'habille un peu uniforme d'école et un peu le côté tati quoi. Et puis et donc les hommes sont là et puis pour soutenir. Donc tous les soirs, donc les filles, elles vont jouer, elles vont chanter, même en semaine. Après l'école. Après l'école, elles vont au studio, espèce de salle de concert, dans chaque ville, et ça existe. Et donc apparemment, je crois qu'il y a 2000 idoles au Japon, même peut-être il y en a plus. Parce que chaque groupe, ça équivalent comme une classe de l'école. Donc 40 filles qui sont ensemble, elles dansent et puis elles chantent ensemble. C'est un phénomène qui, du coup, on peut observer que ça isole à chaque fois les idoles, mais à chaque fois aussi les personnes qui les suivent, du coup, qui sont obnubilées par ces jeunes stars, en fait. Ouais, donc il y a des patrons, quoi, en fait. Donc c'est un peu marketing aussi. Ok. Ouais, donc c'est ça, c'est géré par une production. Boîte de prod qui gère ça, cette concert, et puis ils vont préparer tout un spectacle. Et les filles sont un peu payées, mais pas beaucoup. Mais elles sont contentes de faire cette expérience. En fait, il y a tous les niveaux, quoi. Il y a les très connus, les grandes idoles. Et puis, comme disait Kaori, il y en a beaucoup qui essayent. On a été à Akihabara, c'est un quartier où il y a des tonnes de petites salles comme ça. Et parfois, comme disait Kaori, une idole va vivre qu'avec 10 fans au début qui vont la soutenir. Et c'est une relation très codée. Évidemment, on n'a pas le droit d'avoir d'amoureux. Il faut qu'elle reste vierge, etc. D'accord, donc c'est des modalités qui sont obligatoires pour être idole. Toutes les idoles. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez sûrement cette vidéo d'une idole qui s'était fait attraper avec un garçon, je sais pas, qu'on a vu qu'elle était en couple, qu'elle donnait la main à un garçon et elle s'est rasé la tête pour s'excuser auprès de ses fans. Des gestes comme ça très, très violents parce qu'elle appartient complètement à ses fans et ses fans se sentent vraiment... c'est une relation très, très, très étrange. On a filmé des fans pacte. Et on est vraiment face à des rituels et les hommes viennent là tous les soirs, ce qu'on a vu, ils mangent ensemble, donc ça fait aussi une communauté entre eux, c'est pas triste ni seul, ça leur fait une famille parce qu'ils n'ont pas vraiment non plus de vie, donc ils se retrouvent tous ensemble à discuter en petits groupes autour de cette fan. Si c'est l'anniversaire, ils vont faire des affiches. Et des hommes de 40 ans, quoi. Et ils ont le droit d'avoir qu'une seule idole ? Oui. Et leurs chambres sont couvertes de posters. Après, ils changent quand, à un moment, ils trouvent qu'elle est trop âgée ou qu'elle doit prendre son envol, comme un enfant ou comme une adolescente, ils vont la laisser partir. Il y a un distributeur au fond de la salle où on achète des tickets pour serrer la main. On fait des photos Polaroid. Des photos avec. Donc, il y a tout un... Comme votre machine à café dans l'entrée, plein de boutons. Comme ça, on l'a mis un peu dans le film et on prend ces trucs, on attend la fin du concert et puis on va pouvoir lui serrer la main ou faire un... c'est ça, si on achète un CD, calculer le nombre de secondes. Tu as le droit de serrer la main. Donc, en fait, à la fin, il y avait des dizaines de CD comme ça dans une... Oui, le même CD, donc, il me donne parce que... Nicolas Rodi, t'as les yeux ébahis. Non, mais je me dis qu'en France, c'est quand même un peu pareil. Alors, en dehors des idoles, mais je veux dire... Ça t'intéresserait d'avoir des idoles, Nicolas?
Non, mais ça me fait penser, souvent, quand il y a un écrivain ou quelqu'un qui peut venir pour une conférence, c'est aussi ceux qui achètent le livre pour le faire dédicacer qui peuvent avoir ce petit mot, quoi. Donc, Oui, Ouais. C'est vrai que là, effectivement, avec les idols, ce qui est assez surprenant finalement, c'est que des jeunes femmes, des groupes de jeunes femmes qui font de la musique sont en fait adulés par des hommes qui sont beaucoup plus C'est ça. âgés, quoi. c'est très, très dérangeant, et surtout quand c'est des très très jeunes, comme disait Kaori, jusqu'à 13 ans, etc. Ça crée un rapport, mais bon, ça... Papa et fille aussi. Un peu. Ouais, on ne sait pas trop le rapport, s'il est amoureux, s'il est... Effectivement, il y a un peu de ça aussi, je suis d'accord avec Kaori. Mais en ce qu'on fait, a c'est vu. le romantisme de chez des hommes, en fait, son côté papa, je protège cette fille, jeune fille. Un peu comme ça, parce que c'est vrai qu'on a un tel bébé, on n'a jamais utilisé pour notre film, mais il y avait un fan qui disait comme ça, parce qu'il ne peut plus avoir la vie maritale. Ça coûte cher la vie, il ne gagne pas bien son métier. Et donc, pas de mariage, donc pas d'enfant, il a déjà 40 ans. Et donc voilà, tout l'argent, il met pour Pour les soutenir. idols. Ouais. J'ai envie de revenir un petit Oui, peu aussi pardon. sur l'amour qui est vécu au Japon à travers les jeux vidéo. Euh, Effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de gens aussi qui échangent énormément, que ce soit sur les applis de rencontres ou alors qui échangent sur les réseaux sociaux et qui se rencontrent jamais. Vous voyez un parallèle là-dedans, en fait, dans cette manière de rendre l'amour virtuel qui nous déconnecte complètement des relations dans la vraie vie. Bah, ce que je pense tout de suite, c'est de univers de manga. Mhm. Voilà. Et donc, il y a de communautés qui se sont là tous les samedis dans une place comme place de Cléver, je sais pas quoi, mais bon, on se réunit et puis soit des groupes de femmes parce Oui. qu'elles ont des fans de manga qui est pour les femmes. Donc, ça veut dire les personnages héros sont des beaux garçons. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est Donc plus ça va dans ouvert, les hein. deux sens, en fait. C'est Oui, c'est ouais. ça. Oui, c'est ça. Donc les femmes aussi, bien sûr, elles ont leur communauté de aimer le statut virtuel comme les hommes. Ouais. Mais moi, c'est vrai que quand ça touche... c'est intéressant, c'est que ces questions aussi qui touchent à peut-être l'intelligence artificielle ou tout ça, c'est-à-dire quand les technologies touchent à l'affect, à l'affectif, je trouve que d'un coup, ça nous vexe un peu en tant qu'humain ou en tant que com, et c'est un truc qu'on a du mal à comment dire, ouais, à regarder ou à prendre quoi, en tant qu'humain quand il y a des sentiments vers ça. Et je trouve que là-dessus, c'est quand même un phénomène super intéressant parce que forcément, ça va se développer de plus en plus. Et c'est aussi de nouvelles propositions, comme on le disait tout à l'heure, de nouvelles choses. Avec l'IA, on voit bien que les gens ont des conversations maintenant et des intimités super fortes. Est-ce Et qu'on peut pourquoi pas élargir vraiment à ce point-là. comparer le sentiment amoureux avec des relations numériques comme ça? Est-ce que vous pensez que le sentiment amoureux évolue finalement ou est-ce que c'est deux choses qu'il faut complètement distinguer? En fait, par rapport à ce qu'on a filmé, notre sujet de Tsuma, c'était le monsieur qui vit avec la poupée de dimension taille réelle. Et lui, il ne voulait pas que son poupée soit développée avec le IA. Il ne veut pas que sa poupée qui parle. Et il veut que c'est lui qui continue à avoir ce droit d'imaginer Ok. l'univers. Donc ça, c'est le côté, moi je trouve, c'était le romantisme chez les hommes. Mhm. Et en fait, le fabricant de ce poupée, on a interviewé, en fait, ça marche pas, au contrairement, en revanche, pour les femmes. Les femmes ne peuvent pas imaginer quelque chose. On est plus... ouais. Donc en fait, ça marche pas de créer le poupée masculin pour vendre les femmes. Ok. Les jeux C'est vidéo quelque chose. existent par contre dans les Mm. deux. Il y a des Bishojo Games et des Otome Games, c'est-à-dire ceux pour les garçons et ceux pour les filles, quoi, les Tamagotchi dont on parle. Mais c'est vrai que les poupées, il n'y avait pas eu de poupées masculines. Ouais. est-ce que le gouvernement, il est contre ça? Il est pour ça? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le gouvernement est évidemment. C'est-à-dire que c'est les entreprises en profitent parce que c'est un énorme marché, les célibataires, et en même temps, Mm. ils sont stigmatisés énormément parce qu'il n'y a plus assez d'enfants. Mais après, le gouvernement, parle-en, Kaori. Bah oui, pour les mangas, tout ça, c'est poussé. C'est là depuis 15 d'années, on l'appelle ça Cool Japan, il dit comme ça. Et donc, il pousse ce côté numérique des mangas, de tout un univers culturel.
Et vous, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a marqué parce qu'elle montrait un couple qui était autrement de ce qu'on a l'habitude de voir? Tout à l'heure, je parlais de Her, de Spike Jonze, donc qui Mhm. tombe amoureuse de ce truc. Je trouve que ça, c'était vraiment une œuvre magnifique, et en plus de science-fiction, mais qui se passe dans un... Quoi, le décor est magnifique, mais même cette idée-là, je trouve qu'elle est... On a vraiment eu l'impression d'avoir un peu le négatif, nous, c'est vrai, avec ces hommes qui tombent amoureux d'un objet sans parole, qui est ce corps, et là, d'un coup, on avait la parole, et cet homme qui est amoureux que d'une voix. Je trouve que c'est un film qui nous a beaucoup inspiré, qu'on a beaucoup pensé, et qui nous a aidés, parce que même ce truc de science-fiction, par exemple, c'est intéressant, parce que quand même, quand on disait qu'ils étaient quand même stigmatisés, ces gens qui vivaient avec des poupées et tout, c'est vrai. Donc pour les rencontrer et les filmer, c'est pas non plus évident. Et avec Kaori, on a cherché un dispositif, c'est ce qu'on fait un peu dans notre travail, de comment trouver l'entrée pour pouvoir filmer ces gens-là. Et on a eu cette idée de proposer à ces personnes, de leur dire, écoutez, on va faire un film un peu de science-fiction. Imaginez que toutes les femmes ont disparu du Japon, il n'y en a plus. Et donc votre pratique, finalement, elle est légitime. C'est normal que vous soyez avec une poupée, ou que vous soyez avec un jeu vidéo, que vous vous déguisiez. On a filmé les Otokonoko, on a filmé énormément de communautés comme ça. Et donc ça a vraiment libéré la parole, parce qu'ils se sont amusés. En fait, on a trouvé un terrain, comme c'est des joueurs aussi, ces personnes-là. Oui, c'est ça. On disait que vous venez de l'avenir, quoi. Vous venez Voilà. de l'homme de On futur. on a trouvé, disons, une complicité avec eux grâce à ce mensonge. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé aussi dans un film où on ne pouvait plus montrer de femmes réelles. Sinon, on trahissait un peu le contrat qu'on avait avec eux. Mhm. Donc, on a cadré dans la ville uniquement des endroits où il y avait que des hommes, quoi. Les trucs de métro, les machins. Donc, on voit jamais de femmes réelles, on voit que des femmes. Et petit à petit, donc, on a un documentaire. Même, on a filmé l'usine où ils fabriquent les poupées, par exemple. On a enlevé les femmes qui étaient ouvrières. On a mis des hommes à la place. Donc, on a un peu même triché la réalité pour que notre documentaire puisse se faire. Et on a quand même l'impression que c'est un vrai documentaire, même s'il y a cette part... finalement fictionnel un petit peu, quoi. Excuse-moi, Kaori, tu voulais dire... Nico, tu voulais rebondir? Kaori? Non, mais en fait, cet univers, c'est en fait, ça me donne vraiment le peur, en fait, parce que c'est vrai que la natalité ça baisse, et puis la société c'est comme ça, tout est un changement de voilà. Mais donc si on ne ouvre pas si on laisse pas à cette liberté quelque chose de plus sorti de la vie conventionnelle, en fait. Donc, le japonais, c'est tellement sérieux, peut-être. Donc, il faut être plus libre, je pense. Quand vous dites que vous arrivez à rentrer chez ces communautés et à les filmer, vous arrivez avec une caméra énorme, ou vous filmez à l'iPhone? Comment on se matérialise dans l'endroit où ça se passe? Alors, ça dépend des personnes. On filme jamais à l'iPhone. On a comme une caméra... C'est trop facile. Hein. On a une caméra très visible et très assumée. Vas-y, Kaori. Non, mais c'est trop facile. Et puis, presque, c'est le voyeurisme. Et puis, je veux pas filmer... Ah oui, c'est cette sensation que ça vous donne à l'iPhone. Ouais, c'est ça. C'est Ok. tellement facile, en cachette, ou même... Non, mais je parlais même pas d'en cachette. Je parlais juste comment les gens se sentent avec un trépied qui rentre. Ça prend de la place, une caméra, un micro, des micros. Parce qu'on a envie que les gens jouent aussi, en fait, avec nous. Une espèce de établir notre rapport avec cette protagoniste. Ils sont d'accord qu'on filme en face. Et puis, où ils se placent une statue de l'identité qu'ils sont en train de jouer quelque chose, de vivre quelque chose. C'est pas quelque chose non conscient que je suis en train de juste tourner la page quand on me filme. Non, c'est pas ça. En fait, ils sont en train de acting, en fait. Ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça moi, j'ai envie, en tout cas, qu'adorer une scène, en fait. C'est ça. En tout cas, ce qu'on retient ce soir, c'est que l'amour n'est ni figé ni dépassé. C'est un terrain mouvant, à la fois intime et culturel. Entre pratiques sociales en mutation et récits hérités, on continue d'inventer, parfois de tâtonner, mais toujours d'aimer, quand même, faut le dire. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, tous les deux ? Alors, déjà, comme vous l'avez dit sur votre site, nous, on vous donnera le lien du film aussi sur les poupées, comme ça vous pourrez le mettre et l'autre. Effectivement, oui. Et puis sinon, les films sont disponibles en VOD un peu partout sur les plateformes, je ne sais pas où, voilà. Mais ces deux-là, on vous passera les liens. Merci beaucoup. Merci Kaori, merci Nico, merci Alain d'avoir été présent avec nous. Merci chers auditeurs aussi d'avoir été présents avec nous dans Sceptique aujourd'hui en direct sur Radio RBS. Merci d'avoir laissé vos certitudes au vestiaire. Si vous ressortez avec plus de questions que de réponses, c'est normal. Ce soir, on n'a pas eu le dernier mot et c'est peut-être ça une bonne discussion. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, premier jeudi du mois de novembre, même heure, même fréquence, 91.9 FM sur les ondes de Radio RBS.
RBS ou sur radio-rbs.com partout dans le monde finalement. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @radio-rbs ou alors sur @septique.émission. Alors, je l'épelle quand même au cas où, c'est SCEPTIQUE. On quitte les débats pour un banger des années 2000, The Game et 50 Cent, Hate It or Love It. Et juste après, ambiance néon, veste en cuir et clavier rétro, une voix sur le pavé avec Issam Matlouti vous embarque dans la synthwave des années 80. Vous êtes toujours sur RBS, c'était Sceptique, l'émission qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui espère que vous y penserez encore demain. Sceptique,